Excusez-moi, mais ce mariage est un piège, lança la fillette au millionnaire, et son sourire s'effaça instantanément. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lustres en cristal du Grand Plaza Hotel baignaient la scène d'une lueur dorée, pour ce qui devait être le mariage du siècle. 300 membres du gratin new-yorkais emplissaient la somptueuse salle de bal, leur conversation chuchotée créant un doux bourdonnement sous les notes délicates du quatuor à cordes. Devant l'hôtel, le milliardaire Nathan Blake se tenait droit dans son smoking italien sur mesure, ses cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, ses yeux bleus fixés sur les portes doubles richement ornées d'où sa future épouse allait bientôt apparaître. Victoria Reynolds était tout ce que la société attendait de l'épouse de Nathan, sophistiquée, belle et issue d'une famille fortunée de longue date. Son entrée fut impeccable, glissant sur l'allée blanche nacrée dans une robe de créateur à 50 000 $ qui épousait sa silhouette comme de la soie liquide. Des boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière à chacun de ses pas, et son sourire était d'une perfection étudiée. Les invités murmurèrent leur approbation alors qu'elle s'approchait de l'autel, sa main délicatement posée sur le bras de son père. « Nous sommes réunis aujourd'hui », commença l'officiant, sa voix résonnant dans le vaste espace, pour être témoin de l'union de Nathan Blake et Victoria Reynolds dans les saints liens du mariage. La poitrine de Nathan se gonfla de satisfaction. À 52 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, transformant sa petite entreprise de construction en Blake Industries, l'un des conglomérats les plus puissants de la côte est. Victoria serait la partenaire idéale pour le prochain chapitre de sa vie. Tout était exactement comme il se devait. Puis vint le son qui allait tout changer. Les portes de la salle s'ouvrirent brusquement avec un fracas tonitruant qui réduisit au silence le quatuor à cordes en pleine note. Toutes les têtes se tournèrent à l'unisson alors qu'une petite silhouette dévalait l'allée centrale, ses pas résonnant sur le sol en marbre comme des battements de cœur rapides. C'était une enfant, une petite fille d'accent grave peine 7 ans, vêtue d'une simple robe jaune qui semblait faite maison comparée aux robes de créateur qui l'entouraient. Ses cheveux sombres étaient tirés en 2 nattes soignées, et ses yeux bruns brillaient d'une détermination qui semblait bien trop intense pour quelqu'un de si jeune. « Excusez-moi », lança-t-elle d'une voix claire et retentissante qui porta jusqu'au moindre recoin de la salle silencieuse. « Excusez-moi, mais ce mariage est un piège. » Le hoquet de surprise collective des 300 invités créa un son semblable à un coup de vent. Le visage de Victoria devint blême sous son maquillage soigneusement appliqué, son bouquet tremblant dans ses mains soudainement prises de secousse. Le sourire de Nathan se figea sur son visage au moment où il la reconnut. Emma Turner, la fille de sa gouvernante, Lucy. La petite fille tranquille qui s'asseyait souvent dans un coin de son bureau, coloriant dans ses livres pendant que sa mère travaillait. Comment était-elle arrivée ici? Comment avait-elle pu déjouer la sécurité? La sécurité, murmura Victoria d'un ton pressant à sa demoiselle d'honneur. Faites sortir cet enfant d'ici immédiatement. Mais Nathan leva la main, son instinct d'homme d'affaires lui indiquant que quelque chose n'allait pas du tout. Au cours de toutes ces années de négociations et de batailles en salle de conseil, il avait appris à faire confiance à son instinct. Et en ce moment même, son instinct lui hurlait qu'il devait écouter. « Attendez », dit-il, sa voix portant clairement dans la salle. « Laissez-la parler. » Emma s'arrêta juste devant l'autel, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant tandis qu'elle reprenait son souffle. Elle leva les yeux vers Nathan avec un regard d'une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis des années de réunions d'entreprise et de réceptions mondaines. « Monsieur Blake, » dit-elle, sa voix ferme malgré son jeune âge, « ils ont changé les papiers importants. Je les ai vus. La dame avec la jolie robe et l'homme aux yeux méchants. Ils les ont échangés quand ils pensaient que personne ne regardait. » « De quoi parle-t-elle » exigea Victoria, son sang-froid parfait se fissurant. « Nathan, c'est ridicule. L'imagination débordante d'une enfant le jour de notre mariage. » Mais Nathan étudiait le visage d'Emma, se souvenant de toutes les fois où il l'avait trouvée observant tranquillement depuis un coin, toujours à l'écoute, toujours à l'affût avec ses yeux intelligents. Les enfants, réalisa-t-il, voyaient des choses que les adultes ignoraient. Ils n'avaient pas encore appris à ignorer les vérités qui dérangent. « Quel papier, Emma » demanda-t-il doucement, s'agenouillant à sa hauteur malgré son smoking coûteux. Emma plongea la main dans le petit sac qu'elle portait, un accessoire d'enfant que personne n'avait pensé à fouiller, et en sortit un appareil photo en plastique rose. « J'ai pris des photos, » dit-elle simplement, comme les détectives à la télé. La salle de bal sombra dans le chaos tandis que Nathan prenait l'appareil de ses mains tremblantes, sachant d'une manière ou d'une autre que cette petite fille était sur le point de le sauver de la plus grande erreur de sa vie.
Les mains de Nathan tremblaient alors qu'il faisait défiler les images sur le petit écran numérique de l'appareil. Les photos étaient floues, prises du point de vue d'un enfant, mais elles montraient clairement des documents échangés dans son bureau privé. Le visage de Victoria apparaissait sur plusieurs clichés, ainsi que celui d'un homme que Nathan ne reconnaissait pas. « C'est absurde », s'éleva la voix de Victoria au-dessus du murmure des invités perplexes. « Vous allez croire les fantasmes d'une fillette de 7 ans plus tôt que votre propre fiancée ?» Mais l'attention de Nathan était fixée sur Emma, qui se tenait parfaitement immobile au milieu du chaos, ses petites mains jointes devant sa robe jaune. Il y avait quelque chose de remarquable chez cet enfant, une intelligence tranquille qu'il avait remarquée lors de ses visites à son manoir, mais qu'il n'avait jamais vraiment appréciée. Emma Turner n'était pas comme les autres enfants de son âge. Alors que la plupart des enfants de 7 ans bavardaient constamment, Emma observait. Elle absorbait tout ce qui l'entourait avec l'intensité d'un scientifique étudiant des spécimens. Sa mère, Lucy, s'excusait souvent de l'amener au travail, expliquant que la garde d'enfants était trop chère avec un salaire de gouvernante, surtout avec ses factures médicales qui s'accumulaient. Lucy Turner était veuve depuis 3 ans, quand Emma n'avait que 4 ans. Son mari, un policier, était mort dans un accident de voiture, la laissant seule pour élever Emma tout en luttant contre sa propre maladie chronique. Le travail chez Blake Industries était une bouée de sauvetage, un bon salaire, une assurance maladie, et Nathan avait toujours été compréhensif lorsque Lucy devait amener Emma au manoir. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'Emma menait une surveillance sans le vouloir depuis des mois. La petite fille possédait ce que les pédopsychiatres appellent l'hyperthymésie, une mémoire autobiographique exceptionnellement vive. Elle se souvenait des conversations mot pour mot, pouvait se rappeler l'emplacement exact des objets et remarquait des schémas qui échappaient à l'attention des adultes. Pour Emma, le monde était comme un immense livre de coloriage où chaque détail comptait. Pendant ces après-midi tranquilles dans le bureau de Nathan, tandis que Lucy nettoyait d'autres parties du manoir, Emma avait regardé et écouté. Elle avait vu Victoria rencontrer l'homme au visage sévère à plusieurs reprises. Elle avait remarqué comment il chuchotait et déplaçait des papiers quand il pensait que personne ne regardait. Elle avait observé les différents sourires de Victoria, celui, sincère, qu'elle utilisait avec Nathan, et celui, froid et calculateur, qu'elle arborait quand il n'était pas là. « Monsieur Blake », dit doucement Emma en tirant sur la veste de son smoking, l'homme méchant l'a appelé sa partenaire. Pas comme des partenaires mariés, comme des partenaires d'affaires. Et elle riait différemment quand vous n'étiez pas là. La salle de bal tomba dans le silence. Nathan sentit son monde basculer sur son axe alors qu'il plongeait son regard dans les yeux bruns et sérieux d'Emma. À cet instant, il réalisa que cet enfant l'avait protégé sans même le savoir. « Où est ta mère, Emma » demanda-t-il doucement. « Elle est malade aujourd'hui, vraiment malade. Elle ne pouvait pas venir travailler, alors j'ai pris le bus. Je devais vous prévenir avant qu'il ne soit trop tard. » Une fillette de 7 ans avait traversé la ville seule pour le sauver d'un piège qu'il n'avait même pas vu venir. Nathan se releva lentement, sa décision prise. « Le mariage est annulé », annonça-t-il à la foule stupéfaite. « S'il vous plaît, profitez tous de la réception. Victoria et moi devons discuter de quelques affaires. » Alors que la sécurité escortait une Victoria furieuse, Nathan s'agenouilla de nouveau à côté d'Emma. « Tu m'as sauvé aujourd'hui, mais je pense que tu t'es peut-être mise en danger aussi. » Emma hocha la tête solennellement. « Les méchants n'aiment pas quand les enfants disent la vérité. Papa disait ça. » Un frisson parcourut l'échine de Nathan. Si Emma avait raison à propos de Victoria, alors elle venait d'exposer quelque chose de bien plus grand qu'un simple plan de croqueuse de diamants. Et maintenant, une fillette de 7 ans se trouvait en plein milieu de tout ça. 3 jours plus tôt, avant que le monde ne connaisse le nom d'Emma Turner, avant que des mariages de milliardaires ne soient annulés, avant que des images de sécurité ne soient réclamées par la justice, il n'y avait qu'une petite fille avec un livre de coloriage, assise sous le bureau en acajou de Nathan Blake. Lucy s'était sentie particulièrement faible ce matin-là. Son lupus était en pleine poussée, rendant les tâches les plus simples épuisantes. Mais elle ne pouvait pas se permettre de manquer le travail. Les factures médicales s'accumulaient, et le salaire généreux de Nathan était la seule chose qui leur permettait de joindre les deux bouts. Ainsi, lorsque l'école d'Emma avait eu une demi-journée de congé inattendue, Lucy n'avait eu d'autre choix que d'amener sa fille au manoir. « Reste tranquille, ma chérie », avait murmuré Lucy, installant Emma dans le bureau de Nathan avec son matériel de coloriage. « Maman doit finir les chambres d'amis avant que Monsieur Blake ne rentre. » Emma adorait le bureau de Nathan. Il sentait le cuir et les vieux livres, et le soleil de l'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres,
créant des rectangles de lumière parfaits sur le tapis persan. Elle avait étalé son livre de coloriage, une histoire de détective pour enfants, et remplissait soigneusement une scène où une fillette détective se cachait derrière un bureau, tout comme elle. C'est alors qu'elle entendit les voix. « Es-tu absolument certaine qu'il ne remarquera pas les changements ?» La voix de Victoria était différente du ton doux qu'elle employait avec Nathan. Elle était tranchante, professionnelle, presque froide. Le père d'Emma avait été policier, et avant de mourir, il lui avait enseigné d'importantes leçons sur la sécurité. Certaines personnes portent des masques, mon petit oiseau, avait-il l'habitude de dire, l'appelant par son surnom spécial. Elles ont l'air gentilles, mais à l'intérieur, elles ont des pensées méchantes. Fais confiance à tes sentiments. Si quelque chose ne te semble pas normal, quelque chose n'allait définitivement pas. Emma se déplaça prudemment pour jeter un coup d'œil au-delà du bord du bureau. Victoria se tenait près du coffre-fort de Nathan, qui était ouvert, et parlait à un grand homme en costume coûteux. Emma ne l'avait jamais vu auparavant, mais ses yeux lui rappelaient ceux des loups dans ses livres d'histoire, calculateur et affamé. « Nathan me fait entièrement confiance », disait Victoria en sortant un dossier épais. Il a signé le contrat de mariage original il y a des semaines. Il ne pensera jamais à le relire avant le mariage. L'homme, James Garrett, bien qu'Emma n'apprendrait son nom que bien plus tard, ouvrit sa mallette et en sortit un dossier d'apparence identique. La nouvelle version lui transfère 70% de ses actifs en cas de divorce, au lieu des 10% standards qu'il avait acceptés. Plus un accès immédiat à ses comptes professionnels. Emma regarda, fascinée, tandis qu'ils échangeaient soigneusement les documents. Elle ne comprenait pas tous les grands mots qu'ils utilisaient, mais elle comprenait la tromperie. C'était comme lorsque sa camarade de classe, Sally, échangeait les copies de tests quand la maîtresse ne regardait pas. « Et l'enfant ?» demanda James, hochant la tête vers le coin où Emma était assise, cachée. « Elle est souvent ici », répondit Victoria en riant avec mépris. Ce n'est que la gamine de la gouvernante. Elle parle à peine, elle se contente de colorier ses petites images. Même si elle voyait quelque chose, qui croirait une fillette de 7 ans? Emma ressentit une sensation familière, le même sentiment qu'elle avait eu lorsque son père lui avait expliqué que parfois, les bonnes personnes devaient rassembler des preuves contre les mauvaises. Se déplaçant aussi silencieusement que son père le lui avait appris, elle attrapa l'appareil photo rose que Nathan lui avait offert pour son dernier anniversaire. Elle s'était entraînée à prendre des photos de tout, les fleurs dans le jardin, Lucie au travail, même les chats du manoir. L'appareil produisit un léger déclic que les adultes, absorbés par leur conversation criminelle, ne remarquèrent pas. Clic, Victoria plaçant le nouveau document dans le coffre-fort. Clic, James mettant les papiers originaux dans sa mallette. Clic, Victoria et James se serrant la main, leur sourire froid et prédateur. D'ici la semaine prochaine, je contrôlerai l'une des plus grandes fortunes de la côte, dit Victoria en fermant le coffre-fort. Nathan Blake ne saura pas ce qui lui est arrivé. Ils quittèrent le bureau, leurs pas résonnant dans le couloir de marbre. Emma resta cachée plusieurs minutes de plus, son petit cœur battant à tout rompre. Elle baissa les yeux sur son livre de coloriage, où la petite détective se cachait derrière des meubles, rassemblant des indices pour résoudre un mystère, tout comme elle. Emma referma soigneusement son livre de coloriage et glissa l'appareil photo dans son petit sac. Elle ne comprenait pas entièrement ce dont elle avait été témoin, mais la voix de son père résonnait dans sa mémoire. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, mon petit oiseau, c'est ton travail de t'assurer que les bonnes personnes le découvrent. Alors qu'elle attendait que sa mère ait fini son travail, Emma commença à élaborer un plan. Elle avait 3 jours avant le mariage. 3 jours pour trouver comment avertir M. Blake que la femme qu'il aimait portait un masque. 3 jours pour être la détective que son père lui avait toujours dit qu'elle pouvait être. De retour devant l'hôtel du Grand Plaza Hotel, Nathan fixait le petit appareil photo rose dans ses mains, ses invités murmurant anxieusement derrière lui. Le visage de Victoria était passé de la colère rouge à la terreur blême alors qu'elle le regardait faire défiler les photographies d'Emma. « Nathan, mon chéri, » dit Victoria, sa voix tendue mais essayant d'être douce, « tu ne vas sûrement pas croire cet enfant plus tôt que moi. » Elle a probablement joué à faire semblant, à prendre des photos de choses sans importance. Mais l'expression de Nathan s'assombrissait à chaque image. Malgré leurs angles maladroits et leur composition enfantine, les photos montraient clairement Victoria et un homme inconnu échangeant des documents dans son bureau privé. Son bureau. Son coffre-fort. Ses dossiers personnels. Qui est cet homme, Victoria? La voix de Nathan était d'un calme mortel. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Les mains de Victoria tremblaient alors qu'elle serrait son bouquet. « Nathan, s'il te plaît. Tu nous mets dans l'embarras devant tout le monde. » Emma s'approcha de Nathan, nullement intimidée par le chaos qui l'entourait. Elle l'a appelé Monsieur Garrett. Il avait des yeux méchants et portait une mallette noire. Ils ont mis tes papiers dans sa mallette et ont mis de nouveaux papiers dans ton coffre-fort. La simplicité de l'explication d'Emma trancha les protestations élaborées de Victoria comme un couteau. Nathan avait bâti son empire en lisant les gens, en faisant confiance à son instinct, et en ce moment, chaque instinct hurlait que cette fillette de 7 ans disait la vérité. Le contrat de mariage, dit lentement Nathan, les pièces du puzzle s'assemblant. Tu as suggéré que nous le gardions dans le coffre-fort jusqu'après la lune de miel. Tu as dit que ce serait plus romantique de ne pas penser aux questions juridiques le jour de notre mariage. Le masque de Victoria tomba enfin complètement. Tu vas détruire notre avenir sur la base des fantasmes d'une enfant? Nathan, réfléchis à ce que tu fais. Mais Nathan faisait déjà signe à son équipe de sécurité. Escorter Mademoiselle Reynolds dans une pièce privée. Ne la laisser contacter personne. Il se tourna vers son assistant, qui se tenait figé parmi les membres du cortège nuptial. Appelez mon avocat immédiatement. Je veux que chaque document dans mon coffre-fort soit examiné. Tu ne peux pas me faire ça. L'assurance de Victoria vola en éclats à l'approche de la sécurité. Je t'ai donné 2 ans de ma vie. Je t'aime. Non, dit Emma doucement, mais sa voix porta dans la salle silencieuse. Tu ne l'aimes pas. Tu le regardes de la même manière que la sorcière regarde Hansel et Gretel dans mon livre d'histoire. Comme s'il était quelque chose à manger. L'honnêteté brutale de l'observation d'un enfant réduisit au silence les protestations de Victoria plus efficacement que n'importe quel argument d'avocat n'aurait pu le faire. Alors que Victoria était emmenée, sa robe de créateur traînant derrière elle comme un oiseau blessé, Nathan s'agenouilla de nouveau à côté d'Emma. Les 300 invités regardaient en silence, stupéfaits. L'un des hommes les plus puissants de la ville écoutait attentivement une fillette de 7 ans. « Emma, comment as-tu su qu'il fallait prendre ces photos ? Papa m'a appris que lorsque les adultes pensent que les enfants ne regardent pas, c'est là qu'ils font de mauvaises choses. Il disait que les bonnes personnes protègent les autres bonnes personnes, même si elles ont peur. » Nathan sentit quelque chose se briser en lui. Cet enfant avait traversé la ville seul, avait fait face à une salle remplie d'adultes puissants, avait tout risqué pour le sauver d'une femme qui l'aurait détruit. « Ton papa était très sage, » dit doucement Nathan. « Et très courageux. » Il ajouta, tout comme sa fille. Alors que les invités commençaient à sortir, leurs chuchotements excités remplissant l'air, Nathan réalisa que sa vie venait d'être sauvée par l'héroïne la plus improbable qui soit. Mais en plongeant son regard dans les yeux bruns et sérieux d'Emma, il réalisa également que le danger était loin d'être écarté. Le licenciement tomba le soir même. Lucy Turner se tenait à l'entrée des domestiques du manoir Blake, tenant une boîte en carton contenant 3 ans de sa vie. Madame Whitmore, la gouvernante en chef, ne pouvait pas la regarder dans les yeux en lui annonçant la nouvelle. « Je suis désolée, Lucy. Les ordres viennent directement de Mademoiselle Reynolds. Elle a encore de l'influence auprès de la direction du personnel de maison. » La voix de Madame Whitmore était à peine un murmure. « Ils disent que vous n'avez pas réussi à contrôler le comportement de votre fille. » Les genoux de Lucy faillirent flancher. Ce travail n'était pas seulement un revenu, c'était l'assurance maladie, la couverture des médicaments, la seule chose qui la séparait de la faillite médicale. Mais Mademoiselle Reynolds n'est même plus. Le mariage a été annulé. Monsieur Blake ne ferait jamais. Monsieur Blake s'occupe de questions juridiques. Les décisions concernant la maison sont toujours gérées par l'ancienne structure de direction. Madame Whitmore glissa une enveloppe dans les mains de Lucy. 2 semaines d'indemnité de départ. J'ai essayé d'obtenir plus, mais... Le trajet de retour vers leur appartement exigu du Queens se fit en silence. Emma était assise sur le siège passager, ses petites mains jointes sur ses genoux, sentant le poids de ce qui s'était passé mais ne le comprenant pas entièrement. Lucy serrait le volant, retenant des larmes qui n'auraient fait qu'effrayer davantage sa fille. Leur appartement leur parut plus petit en y entrant. 2 chambres, des murs fins, des meubles de seconde main. C'était une amélioration par rapport au refuge où elles avaient vécu après la mort du père d'Emma, mais maintenant, il semblait qu'elle pourrait bien retourner en arrière. « Emma, » dit finalement Lucy, s'affaissant sur leur canapé usé, « pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Pourquoi es-tu allée à l'hôtel ?» Emma grimpa à côté de sa mère, ses yeux bruns grands et sérieux. « Parce que ce n'était pas bien, maman. Comme dans les histoires que papa me racontait. Tu te souviens?
sur les gens courageux qui arrêtent les méchants, même quand ça fait peur. Lucie serra sa fille contre elle, inhalant l'odeur de son shampoing à la fraise. Mais, mon bébé, parfois, dire la vérité coûte plus cher que de se taire. Maintenant, maman n'a plus de travail et nous devrons peut-être. La princesse sauve toujours le royaume, interrompit doucement Emma, même quand le dragon fait peur. Papa disait que c'est ce qui fait d'elle une vraie princesse, pas la jolie robe ou la couronne. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans son bureau pentouze, Nathan Blake découvrait à quel point la caverne du dragon était profonde. Entouré de contrats, de bilans financiers et de documents juridiques, il avait passé en revue chaque accord commercial de l'année écoulée. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. 3 contrats majeurs montraient des signes de manipulation, des changements subtils qui auraient transféré des millions à des sociétés écrans. Le schéma était sophistiqué, méthodique et presque invisible. Son ordinateur sonna, signalant un nouvel email d'un compte anonyme. L'objet disait « La petite détective a manqué quelque chose ». Nathan ouvrit la pièce jointe et trouva un dessin d'enfant numérisé. Le style distinctif d'Emma était indubitable, le coloriage soigné, l'attention aux petits détails. Le dessin montrait Victoria avec un grand homme dans ce qui ressemblait au bureau de Nathan. Mais c'est le texte griffonné en bas qui arrêta le cœur de Nathan. D'une écriture d'enfant mal assurée, Carson. Marcus Carson. Le plus grand rival en affaires de Nathan, l'homme qui tentait systématiquement d'acquérir Blake Industries depuis 2 ans. Nathan attrapa son téléphone, ses mains tremblantes, et composa le numéro de son avocat. Emma ne l'avait pas seulement sauvé d'un mauvais mariage. Elle avait découvert une conspiration qui aurait pu détruire tout ce qu'il avait construit. Et maintenant, elle et sa mère payaient le prix de son courage. Nathan Blake n'avait pas dormi depuis 36 heures. Son bureau pentouze ressemblait à une salle de guerre, des documents éparpillés sur toutes les surfaces, des écrans d'ordinateur brillants de données financières et 3 tasses de café vides marquant le passage du temps. Mais c'était le dessin d'enfant scotché à son moniteur qui ramenait sans cesse son attention sur l'ampleur de ce qu'Emma avait découvert. « Carson » murmura-t-il en fixant le gribouillage enfantin. « Comment une fillette de 7 ans a-t-elle fait un lien que j'ai manqué pendant des mois ?» Son enquêtrice privée, Samantha Reed, arriva à l'aube avec un dossier épais sous le bras. Samantha était spécialisée dans les cas d'espionnage industriel, mais elle n'avait jamais rencontré une affaire qui commençait par les dessins au crayon d'un enfant. « J'ai travaillé toute la nuit », dit-elle en étalant des photos de surveillance sur le bureau de Nathan. Marcus Carson et Victoria Reynolds se rencontrent régulièrement depuis 8 mois. Les relevés bancaires montrent des paiements de Carson Industries à Victoria totalisant $200 000. Nathan étudia les photographies. Paiement pourquoi? L'accès. Désinformation. Votre emploi du temps, vos stratégies commerciales, vos faiblesses personnelles. Samantha sortit une autre série de documents. Mais c'est ici que ça devient intéressant et terrifiant. Ce n'est pas leur première fois. Elle étala 3 dossiers. Charlotte Morrison, héritière de Morrison Steel, a épousé David Crane l'année dernière. 6 mois plus tard, elle a perdu le contrôle de son entreprise lors d'une OPA hostile menée par Carson Industries. L'estomac de Nathan se noua. Et David Crane a disparu avec $40 millions. Jamais inculpé, car Charlotte n'a pas pu prouver la fraude. Samantha ouvrit le 2e dossier. Robert Walsh, magnate de la technologie. Fiancé à Sarah Mitchell. Elle l'a convaincu de restructurer son entreprise juste avant leur mariage. Carson Industries l'a acquise 3 mois plus tard pour une fraction de sa valeur. Mon Dieu, dit Nathan en s'enfonçant dans son fauteuil. Il mène une opération d'escroquerie systématique en utilisant la romance comme espionnage industriel. Victoria était ma Sarah Mitchell, mon David Crane. Samantha fit une pause, étudiant à nouveau le dessin d'Emma. La question, comment une enfant a-t-elle compris ce que des chefs d'entreprise chevronnés ont manqué? Nathan pensa à Emma, assise tranquillement dans son bureau, coloriant ses histoires de détective pendant que les adultes menaient leur combine autour d'elle. Parce qu'elle était invisible pour eux. Juste la gamine de la gouvernante. Ils n'ont jamais pensé à regarder ce qu'elle regardait. L'expression de Samantha devint sombre. Nathan, il y a autre chose. Carson Industries a des liens avec des gens très peu recommandables. S'ils réalisent qu'une fillette de 7 ans peut identifier toute leur opération. L'implication flotta dans l'air comme un poison. Le téléphone de Nathan vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. L'enfant en voit trop. Certains problèmes exigent des solutions permanentes. Le sang de Nathan se glaça.
Il appela immédiatement son équipe de sécurité, puis attrapa sa veste. Je vais dans le Queens. Emma et sa mère ont besoin de protection. Maintenant. Nathan, attends, cria Samantha derrière lui. Si les gens de Carson les surveillent déjà. Mais Nathan se dirigeait déjà vers l'ascenseur. Emma Turner avait sauvé son empire. Maintenant, il devait lui sauver la vie. Alors que sa voiture filait dans le trafic matinal en direction du Queens, Nathan ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était déjà trop tard. Dans son rétroviseur, une berline noire maintenait une distance prudente, ses vitres teintées reflétant le soleil du matin comme des yeux morts. Quelque part dans un appartement exigu, une fillette de 7 ans coloriait un nouveau dessin. Celui-ci montrait des silhouettes sombres observant son immeuble depuis l'autre côté de la rue. La BMW de Nathan semblait absurdement déplacée, garée devant l'immeuble usé du Queens. Le contraste ne lui échappa pas alors qu'il montait les 3 étages, chaque marche l'éloignant un peu plus de son monde de hall en marbre et d'ascenseur privé. Il frappa doucement à l'appartement 3B. Lucie répondit, Emma se cachant derrière ses jambes. Le visage de Lucie montrait l'épuisement de quelqu'un qui avait passé la nuit à se demander comment payer le loyer du mois prochain. Monsieur Blake. La voix de Lucie était méfiante. Nous ne vous attendions pas. Puis-je entrer ? Il y a des choses dont nous devons discuter. Nathan jeta un coup d'œil dans le couloir étroit, sa formation en sécurité acquise au fil des années de bataille d'entreprise le rendant hyper conscient des menaces potentielles. Lucie s'écarta à contre-cœur. Leur appartement était petit mais méticuleusement propre, rempli des œuvres d'Emma qui couvraient chaque mur disponible. Nathan se surprit à étudier les dessins tandis que Lucie fermait la porte. Ce n'était pas de simples jeux d'enfants, chacun capturait des détails avec une précision surprenante. Emma, dit Nathan en s'agenouillant à sa hauteur, je dois te poser une question importante. As-tu vu des étrangers surveiller ton immeuble ? Quelqu'un qui n'a rien à faire dans ton quartier ? Emma hocha la tête solennellement, sortant un nouveau dessin de sa pile. Les gens de la voiture. Ils sont venus hier après notre retour à la maison. Voiture noire, vitres teintées. L'homme sur le siège passager a une cicatrice comme ça. Elle traça une ligne sur sa joue gauche. Lucie eut un hoquet de surprise. Emma, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu pleurais parce que tu avais perdu ton travail. Je ne voulais pas te rendre plus triste. Le ton factuel d'Emma brisa le cœur de Nathan. Nathan étudia le dessin. Emma avait capturé des détails qu'un expert en surveillance aurait notés, la position de la voiture de l'autre côté de la rue, la façon dont le conducteur gardait le moteur en marche, et même le fait que l'homme à la cicatrice vérifiait son téléphone à plusieurs reprises. Lucie, je dois vous expliquer ce qui se passe réellement. Nathan s'assit sur leur canapé usé, se retrouvant à parler à une fillette de 7 ans comme si elle était sa conseillère la plus fiable. Emma n'a pas seulement arrêté un mariage. Elle a découvert une conspiration criminelle qui cible des gens d'affaires depuis des années. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La voix de Lucie était tendue par la peur. Cela signifie qu'Emma est la seule personne qui peut identifier les personnes impliquées. Et ils le savent. Nathan sortit son téléphone, leur montrant le SMS menaçant. Je vous déplace toutes les deux dans une maison sécurisée. Immédiatement. Emma leva les yeux de son coloriage. Comme la protection des témoins dans les films. Quelque chose comme ça. Nathan se surprit à sourire malgré la gravité de la situation. Comment connais-tu la protection des témoins ? Je regarde des séries policières avec maman. Et je lis beaucoup de livres. L'expression d'Emma devint sérieuse. Monsieur Blake, est-ce que les méchants vont essayer de faire du mal à maman parce que j'ai dit la vérité ? La question flotta dans l'air comme une prière. Nathan réalisa que cet enfant portait le poids des conséquences des adultes depuis le moment où elle avait décidé de parler à son mariage. Pas si je peux l'empêcher, dit-il fermement. Emma, tu as fait exactement ce que ton père aurait voulu que tu fasses. Tu as protégé quelqu'un qui en avait besoin. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Alors qu'ils emballaient rapidement leurs affaires, Nathan remarqua qu'Emma sélectionnait soigneusement les dessins à emporter. Elle en brandit un montrant 3 silhouettes, un grand homme, une femme et une petite fille se tenant la main. « C'est ta famille ?» demanda Nathan doucement. « C'est ma nouvelle famille », dit simplement Emma. « Toi, moi et maman. Les méchants ne peuvent pas briser les familles si tout le monde est courageux ensemble. » Nathan sentit quelque chose changer en lui en regardant cet enfant remarquable qui avait perdu son père, sauvé sa fortune et le traitait maintenant comme un membre de sa famille bien qu'elle le connaisse à peine.
Dehors, la berline noire attendait patiemment, ses occupants ignorant que leur cible n'était plus seulement une témoin de 7 ans, mais le nouveau membre de l'une des familles les plus puissantes de New York. Le premier signe de problème survint à l'école d'Emma, 3 jours après leur déménagement dans l'appartement sécurisé de Nathan à Manhattan. Lucy reçut un appel du directeur de l'école primaire Riverside. « Madame Turner, il y a eu un incident aujourd'hui. Un homme prétendant être l'oncle d'Emma a essayé de venir la chercher plus tôt. Quand nous avons demandé une pièce d'identité, il s'est énervé et est parti. » Les mains de Lucy tremblaient alors qu'elle transmettait l'information à Nathan. Ils étaient assis dans le salon de sa maison sécurisée, un appartement modeste mais bien protégé dans l'Upper East Side, loin du luxe de son penthouse mais équipé de caméras de sécurité et de boutons de panique. « Un oncle ?» Nathan fronça les sourcils. « Emma n'a pas d'oncle. » Emma leva les yeux de son matériel de dessin, où elle dessinait la vue depuis la fenêtre de leur nouvel appartement. L'homme avait les mêmes yeux méchants que celui qui a pris les papiers de votre coffre-fort. Mais ses cheveux étaient différents. « Différents comment ?» demanda Nathan, son instinct d'homme d'affaires passant en état d'alerte. Emma prit un crayon marron. L'homme du coffre-fort avait les cheveux foncés. L'homme de l'école avait les cheveux jaunes. Mais les racines étaient foncées, comme quand maman se teint les cheveux mais oublie de faire le dessous. Nathan et Lucy échangèrent un regard. Une fillette de 7 ans venait d'identifier un déguisement qui aurait pu tromper des adultes. Le deuxième incident se produisit ce soir-là. Le chat d'Emma, Whisker, un tabby roux qu'elle avait depuis la mort de son père, disparut de la cour de l'immeuble où Lucy le laissait jouer. Les images de sécurité montraient un homme en uniforme de maintenance entrant dans la cour, mais son visage était détourné des caméras. Emma trouva le comportement de l'homme suspect pour des raisons que les adultes avaient manquées. « Les gens de la maintenance savent où les choses se trouvent », observa-t-elle en étudiant les images. Mais il regardait autour de lui comme s'il était perdu. Et il vérifiait son téléphone tout le temps, comme les gens de la voiture. Le troisième incident fut le plus glaçant. À leur retour du dîner, l'équipe de sécurité de Nathan trouva des signes que quelqu'un était entré dans l'appartement. Rien n'avait été volé, mais les dessins d'Emma étaient éparpillés sur le sol et son appareil photo rose avait disparu. « Ils n'ont pris que mes affaires de détective, » dit Emma calmement, inspectant les dégâts causés à ses œuvres d'art. « Ils ont laissé les bijoux de maman et ta montre chère. » Une peur froide s'installa dans l'estomac de Nathan. Quiconque était derrière tout ça n'était pas intéressé par les objets de valeur. Il voulait faire taire le seul témoin qui pouvait relier Victoria à la conspiration plus large. « Pourquoi font-ils ça à Emma ?» demanda Lucy, la voix brisée. « C'est juste une petite fille. » « Parce que les petites filles ne sont pas censées être aussi observatrices, » dit Nathan d'un ton sombre. Emma voit des schémas que des enquêteurs entraînés manquent. C'est la seule personne qui peut assembler toutes les pièces. Cette nuit-là, alors que Lucy mettait Emma au lit dans la chambre d'amis de l'appartement, Nathan montait la garde près de la fenêtre. La rue en bas semblait normale, des navetteurs tardifs, des promeneurs de chiens, des couples se rendant au dîner. Mais il savait que quelque part dans l'ombre, des personnes dangereuses planifiaient leur prochain coup. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, en pyjama, tenant un nouveau dessin. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle en lui tendant le papier. Le dessin montrait Nathan montant la garde à une fenêtre, mais dans la version d'Emma, il portait une cape, comme un super-héros. En dessous de lui, de petites silhouettes étaient protégées en toute sécurité à l'intérieur d'une maison entourée de hauts murs. « Tu es le gardien maintenant », expliqua simplement Emma. Comme papa l'était avant d'aller au paradis. Les gardiens protègent les bonnes personnes des monstres. Nathan baissa les yeux sur cet enfant extraordinaire qui avait bouleversé son monde et réalisa que, quelque part en cours de route, la protéger était devenue la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. Dehors, un moteur de voiture démarra et Nathan vit des phares passer lentement devant leur immeuble. Il prit mentalement note d'augmenter la sécurité. Les monstres se rapprochaient. L'histoire éclata un mardi matin. Nathan préparait le petit déjeuner lorsque son téléphone explosa de notifications, alertes d'actualité, appels manqués de journalistes et SMS de partenaires commerciaux, tous portant le même titre choquant, une fillette de 7 ans expose une arnaque au mariage de milliardaires. Comment l'ont-ils découvert ? Demanda Lucy, le visage blême en parcourant son propre téléphone. Les réseaux sociaux bourdonnaient déjà avec les hashtags Emma la détective et #scandale du mariage. La mâchoire de Nathan se serra alors qu'il reconnaissait la source de la fuite, Victoria. Elle essayait de maîtriser la narration avant que l'enquête ne devienne publique.
Aux informations du matin, Victoria Reynolds était assise en face de la journaliste Diana Walsh, paraissant parfaitement composée dans une robe bleu pâle qui la faisait paraître vulnérable et sympathique. Ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré. « Je suis dévastée », dit Victoria en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Nathan et moi vivions une véritable histoire d'amour, mais certaines personnes de son entourage lui ont rempli la tête de mensonges, utilisant une enfant innocente comme leur arme. Emma était assise en tailleur sur le sol, regardant l'interview avec la même concentration intense qu'elle accordait à tout le reste. Elle utilise sa fausse voix triste, observa Emma de manière factuelle. Comme les enfants à l'école qui font semblant de pleurer pour se tirer d'affaire. La journaliste se pencha en avant avec sympathie. Suggérez-vous qu'une fillette de 7 ans a été manipulée pour perturber votre mariage? Emma Turner est une enfant adorable, mais elle a vécu un traumatisme avec la mort de son père. Les enfants si jeunes ne peuvent pas distinguer la réalité de la fantaisie, surtout lorsque des adultes avec des intentions cachées les influencent. La performance de Victoria était impeccable. Je crois que certaines personnes ont vu une opportunité de l'utiliser contre moi. Nathan sentit sa colère monter, mais la réaction d'Emma le surprit. Au lieu d'être contrariée, elle semblait presque fascinée. « Elle est vraiment douée pour mentir », dit Emma avec une curiosité scientifique. Mais elle cligne trop des yeux quand elle le fait. Et son sourire n'atteint pas ses yeux. Papa m'a appris ces signes qui ne trompent pas. À midi, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Des vidéos d'Emma faisant irruption dans la cérémonie de mariage circulaient sans fin. Des experts en psychologie de l'enfant débattaient sur les plateaux de télévision pour savoir si une fillette de 7 ans pouvait être un témoin crédible. Les hashtags Team Emma et Team Victoria étaient en tendance nationale. Le public était captivé par l'image d'une petite fille en robe jaune tenant tête à de puissants adultes. Des caricatures éditoriales montraient Emma comme un minuscule David face à des Goliaths d'entreprise. Des blogs de parents partageaient des histoires sur la sagesse des enfants. Le récit s'écrivait de lui-même, enfant innocente contre criminel sophistiqué. Mais avec la célébrité vint le danger. L'équipe de sécurité de Nathan intercepta 3 tentatives distinctes de photographes pour obtenir des photos d'Emma à la maison sécurisée. Un tabloïd offrit à Lucie 50 000 $ pour une interview exclusive. Plus inquiétant, ils reçurent des dizaines de messages anonymes, certains soutenant Emma, d'autres la menaçant d'avoir détruit une belle romance. « Je ne comprends pas pourquoi les gens sont en colère contre moi », dit Emma ce soir-là, montrant à Nathan son dernier dessin. Il la représentait entourée de caméras et de microphones, avec des visages souriants et d'autres renfrognés. « J'ai juste dit la vérité, comme papa m'a appris. » « Parfois, la vérité met les gens mal à l'aise, » expliqua Nathan. « Mais cela ne veut pas dire que tu as eu tort de la dire. » Emma hocha la tête sérieusement. « Comme quand l'empereur n'avait pas de vêtements dans mon livre d'histoire. » Tout le monde faisait semblant de ne pas voir jusqu'à ce que le petit garçon dise quelque chose. Nathan s'émerveilla de nouveau de la capacité de cet enfant à distiller des situations complexes en vérité simples. Mais alors qu'il regardait les camionnettes des chaînes d'information se rassembler devant leur immeuble, il réalisa que le moment de vérité d'Emma en avait fait une cible. Cette célébrité pourrait ne pas la protéger. La vraie bataille ne faisait que commencer. Pendant que Victoria dominait les cycles d'information avec son récit de victime, Emma Turner était assise tranquillement dans la maison sécurisée de Nathan, faisant ce qu'elle faisait de mieux, observer et dessiner. Des dizaines de nouveaux dessins étaient étalés sur le sol du salon, chacun méticuleusement détaillé malgré son jeune âge. Samantha Reed s'agenouilla à côté d'Emma, étudiant les œuvres d'art avec l'intensité d'une analyste judiciaire. « C'est extraordinaire », murmura Samantha en brandissant un dessin du bureau de Nathan. « Emma, peux-tu me parler de celui-ci » Emma désigna diverses silhouettes sur son dessin. C'est le jour où Victoria a amené 3 hommes différents pour voir les papiers de M. Blake. Ils portaient tous le même genre de montre et les mêmes mallettes, mais ils faisaient semblant de ne pas se connaître. Nathan regarda par-dessus l'épaule de Samantha, stupéfait. « Je me souviens de ce jour. Victoria a dit que c'était des investisseurs potentiels qui voulaient visiter les installations séparément. Je n'aurais jamais pensé qu'ils cartographiaient toute votre opération, » dit Samantha d'un ton sombre. « Emma, et ce dessin ?» Elle brandit une autre image montrant les zones du personnel du manoir. Victoria parlait beaucoup à Madame Whitmore et aux autres employés. Elle leur donnait des cadeaux et posait des questions sur les moments où M. Blake travaillait tard, quand il voyageait, quand il avait des réunions sur l'argent.
Emma choisit un crayon rouge et commença à colorier une nouvelle image. Elle était particulièrement gentille avec les gens après qu'il lui ait dit des secrets. Samantha et Nathan échangèrent un regard. Emma avait documenté une opération de renseignement systématique qui durait depuis des mois. Il y a plus, dit Emma en sortant un dessin qui glaça le sang de Nathan. Il montrait l'immeuble de bureau de Carson Industries, un endroit où Emma n'était jamais allée, mais qu'elle avait apparemment vu sur des photographies ou des documents. L'homme méchant a un grand tableau dans son bureau avec des photos de beaucoup de gens, pas seulement de Monsieur Blake. Une liste de cibles, murmura Nathan. Comment peux-tu savoir ce qu'il y a dans le bureau de Carson? L'explication d'Emma était d'une simplicité glaçante. Victoria a montré des photos sur son téléphone aux hommes à la mallette. Elle était fière de sa collection, comme si elle montrait des autocollants. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, cette même collection était utilisée à des fins dévastatrices. Carson Industries lança des attaques coordonnées contre 3 des partenaires commerciaux de Nathan. Les cours des actions chutèrent alors que des rumeurs soigneusement placées se propageaient dans les réseaux financiers. Des contrats qui avaient mis des mois à être négociés furent mystérieusement retirés. Victoria, depuis sa suite Pantouse temporaire, coordonnait l'assaut avec une précision militaire. Elle avait étudié les relations d'affaires de Nathan pendant des mois, identifiant chaque faiblesse, chaque lien vulnérable. La situation Turner devient problématique, dit Carson lors de leur appel vidéo crypté. Les dessins de l'enfant sont plus détaillés que des images de surveillance. Elle fait des liens que nous ne soupçonnions même pas. Le masque de Victoria tomba complètement en privé. Alors nous accélérons le calendrier. Nathan est trop distrait à protéger son petit témoin de compagnie pour défendre correctement ses affaires. Nous en finissons d'ici la fin de la semaine. De retour à la maison sécurisée, Emma leva les yeux de son dernier dessin, une image de nuages d'orage s'accumulant au-dessus de grands immeubles. Monsieur Blake, je pense que les méchants se préparent à faire quelque chose de très grand. Dans mes rêves, je vous vois perdre toutes vos choses importantes. Nathan s'agenouilla à côté d'elle, étudiant le dessin menaçant. Qu'est-ce qui te fait penser ça, ma chérie? Parce que c'est ce que font les loups dans mes livres d'histoire. Quand le petit cochon découvre leur ruse, il n'abandonne pas. Il souffle plus fort. Le téléphone de Samantha vibra, affichant des alertes urgentes sur le cours de l'action de Blake Industries. Alors que les chiffres clignotaient en rouge sur son écran, elle réalisa que la métaphore enfantine d'Emma était parfaitement juste. Les loups soufflaient en effet plus fort, et la maison de Nathan commençait à trembler. L'occasion se présenta quand Emma s'y attendait le moins. 3 jours après le début de la tempête médiatique, Nathan dut récupérer des documents financiers importants de son manoir. La maison avait été scellée dans le cadre de l'enquête, mais ses avocats avaient obtenu une visite supervisée pour rassembler des papiers d'affaires essentiels. « Je n'aime pas vous laisser seul », dit Nathan en vérifiant le système de sécurité de la maison sécurisée pour la 3e fois. Mais ça ne peut pas attendre. Les attaques de Carson s'accélèrent. Tout ira bien, l'assura Lucy, bien que sa voix soit tendue. Emma et moi resterons à l'intérieur et travaillerons sur ses devoirs. Emma leva les yeux de son livre de coloriage, un nouveau sur de courageux chevaliers protégeant des royaumes. Soyez prudent, monsieur Blake. Le château n'est plus sûr. Nathan l'embrassa sur le haut de la tête, de nouveau frappé par la compréhension intuitive du danger de cet enfant. Je serai de retour dans 2 heures. N'ouvrez la porte à personne. Mais 1 heure plus tard, Emma entendit des voix familières dans le couloir devant leur appartement. Elle se glissa jusqu'au Judas, une habitude que son père policier lui avait enseignée, et sentit son estomac se nouer. Victoria était là, parlant à un homme qu'Emma reconnut sur ses dessins comme l'un des hommes à la mallette. Il parlait à voix basse et pressante à quelqu'un qu'Emma ne pouvait pas voir. Le raid du FBI est prévu pour demain matin, disait Victoria. Nous devons récupérer les preuves restantes ce soir avant qu'ils ne trouvent tout. Le cœur d'Emma s'emballa. Elle attrapa le téléphone portable de sa mère sur le comptoir de la cuisine, se souvenant comment les enfants détectives dans ces séries télévisées rassemblaient toujours des preuves. « Maman », murmura-t-elle en tirant sur la manche de Lucy, « les méchants sont là. Je dois les enregistrer, comme dans mes séries. » Le visage de Lucy devint blême, mais elle ne remit pas en question l'instinct de sa fille. Elles avaient appris à faire entièrement confiance aux observations d'Emma. Emma se glissa de nouveau vers la porte, tenant le téléphone fermement malgré ses mains tremblantes. L'application d'enregistrement vocal était déjà en marche, Nathan lui avait appris à l'utiliser pour ses jeux de détective. « L'enfant en a trop vu », disait une voix inconnue.
Carson veut que ce soit résolu de façon permanente avant le procès. Je comprends, répondit froidement Victoria. Faites en sorte que ça ressemble à un accident. Une fuite de gaz, peut-être. Ces vieux immeubles ont un si mauvais entretien. Le souffle d'Emma se coupa dans sa gorge. Il parlait de lui faire du mal, à elle et à sa mère. Et Blake, demanda le premier homme. Nathan sera dévasté par la tragédie. Naturellement. Le chagrin rend les gens vulnérables. Je le réconforterai pendant son deuil, et nous procéderons selon le plan initial. Un veuf éploré est bien plus facile à manipuler qu'un homme d'affaires en colère. Emma continua d'enregistrer, ses petites mains tremblant. Dans ces séries de détectives, c'était toujours le moment où les héros obtenaient les preuves qui sauvaient tout le monde. Mais ce n'était pas une série. C'était réel, et elle était sincèrement terrifiée. Les voix s'éloignèrent de la porte, mais Emma en avait capturé assez. Elle arrêta l'enregistrement et le montra à sa mère, qui appela immédiatement le numéro d'urgence de Nathan. « Nous devons partir maintenant », murmura Lucie en attrapant leur sac d'urgence. L'escalier de service, comme Nathan nous l'a montré. Alors qu'elle descendait furtivement l'escalier de secours, Emma serrait le téléphone contenant l'enregistrement qui allait tout changer. Derrière elle, elle entendit la porte de l'appartement être forcée. « Ils sont trop tard », murmura Emma à sa mère. Le petit cochon a déjà entendu le plan du loup. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Emma sentit une étincelle d'espoir. Elle l'avait fait de nouveau, rassembler les preuves qui protégeraient les gens qu'elle aimait. Mais alors qu'elle atteignait la rue, une voiture noire tourna au coin, ses phares fendant l'obscurité comme des yeux de prédateur. Les phares de la voiture noire balayèrent la ruelle alors qu'Emma et Lucie se plaquaient contre le mur de briques. Emma retint son souffle, serrant le téléphone contenant l'aveu enregistré de Victoria. Soudain, les gyrophares de la voiture se mirent à clignoter en bleu et rouge. FBI lança une voix à travers un mégaphone. Ici l'agent Martinez. Êtes-vous Emma et Lucie Turner? Un soulagement immense envahit Lucie alors qu'elle reconnaissait la voix de Nathan dans la radio de l'agent. C'est elle. Elles sont en sécurité. 20 minutes plus tard, Emma était assise dans le bureau local du FBI, entourée d'agents qui semblaient à la fois impressionnés et déconcertés. L'agent spécial Sarah Martinez, une enquêtrice chevronnée avec 15 ans d'expérience, avait interrogé des centaines de témoins, mais jamais une fillette de 7 ans dont l'enregistrement amateur était sur le point de faire éclater une conspiration de plusieurs millions de dollars. « Emma, cet enregistrement est remarquable », dit l'agent Martinez doucement. « Mais je dois te poser quelques questions pour m'assurer que nous comprenons tout correctement. » Emma hocha la tête sérieusement, ses jambes se balançant de la chaise pour adultes. Comme quand la police parle aux enfants dans mes séries de détectives. Exactement comme ça, sourit l'agent Martinez. Peux-tu me dire comment tu as su qu'il fallait enregistrer ces personnes? Les méchants disent toujours la vérité quand ils pensent que personne n'écoute, expliqua Emma de manière factuelle. Papa m'a appris ça. Et à la télé, les détectives ont toujours besoin de preuves, pas seulement d'histoires. Le procureur fédéral, David Chen, se pencha en avant. Emma, les voix sur cet enregistrement, les as-tu déjà entendues? Emma sortit son portfolio de dessins, que Nathan avait insisté pour qu'elle emporte partout. Cet homme, dit-elle en désignant une silhouette soigneusement esquissée, vient souvent au manoir. Il parle à Victoria de graphiques et de chiffres. Et celui-là, indiqua-t-elle un autre dessin, a la même voix que l'homme au téléphone qui voulait faire du mal à maman et à moi. L'agent Martinez étudia les dessins avec une stupéfaction croissante. Emma avait, sans le savoir, créé une base de données visuelles de tout le réseau de la conspiration. Chaque dessin incluait des détails qui correspondaient aux photos de surveillance du FBI prises sur des mois d'enquête. La pédopsychiatre que nous avons consultée avait raison, murmura l'agent Martinez à Chen. Elle n'a pas le développement cognitif pour fabriquer des mensonges complexes. Ses observations sont la pure vérité. Que arrive-t-il aux méchants maintenant? Demanda Emma. Ils vont au procès, expliqua Chen. Mais Emma, nous pourrions avoir besoin que tu dises à un juge ce que tu as vu, exactement comme tu nous l'as dit. Emma réfléchit sérieusement à cela. Est-ce que Victoria sera là? Oui. Bien. Je veux la regarder quand elle essaiera de mentir à nouveau. Papa disait que parfois, les méchants arrêtent d'être méchants quand les bonnes personnes n'ont pas peur de les regarder dans les yeux. Pendant ce temps, dans un centre de détention fédéral de l'autre côté de la ville, Victoria Reynolds était assise dans une salle d'interrogatoire, ses vêtements de créateur remplacés par une tenue de prison orange.
La femme qui avait charmé son chemin dans la vie de Nathan voyait enfin le vrai coût de ses choix. L'agent Martinez passa l'enregistrement d'Emma, regardant l'expression de Victoria s'effondrer alors que sa propre voix emplissait la pièce. « Une fillette de 7 ans vous a déjoué », dit Martinez calmement. Elle a vu à travers chaque mensonge, a documenté chaque crime et a enregistré vos aveux. Qu'est-ce que ça fait d'être plus maligne qu'une enfant? Le masque de sophistication de Victoria vola finalement en éclats. Je l'ai sous-estimée, admit-elle, la voix creuse. Nous l'avons tous fait. Elle était juste censée être invisible. Les enfants le sont généralement, jusqu'à ce que quelqu'un leur apprenne que leur voix compte, répondit Martinez. Emma Turner a eu le meilleur professeur, un père qui croyait en la justice et un gardien qui croyait en elle. Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, Emma était de l'autre côté de la ville, coloriant en toute sécurité un nouveau dessin. Celui-ci montrait une salle d'audience où la vérité était assise sur une haute chaise, portant un bandeau sur les yeux et tenant une balance. La justice arrivait enfin, portée par la plus petite et la plus courageuse des voix. 6 semaines plus tard, le palais de justice fédéral bourdonnait d'anticipation. Le procès de Victoria Reynolds et Marcus Carson avait captivé l'attention nationale, mais le témoin vedette était notoirement absent de la salle d'audience. Emma Turner était assise dans une salle d'interrogatoire spéciale conçue pour les enfants témoins, s'adressant au tribunal par télévision en circuit fermé. La décision de la protéger d'une confrontation directe avec les accusés avait été unanime. Même les avocats de la défense avaient convenu que faire affronter à une fillette de 7 ans ses aspirants meurtriers en personne était inutilement traumatisant. « Dis-nous ce que tu as vu dans le bureau de M. Blake », dit doucement le procureur David Chen, sa voix provenant des haut-parleurs de la salle silencieuse d'Emma. Emma, vêtue de sa plus belle robe jaune et assise à côté d'une avocate pour enfants, parla avec la même honnêteté limpide qui avait arrêté un mariage 6 semaines plus tôt. Victoria et l'homme à la mallette ont échangé les papiers importants de M. Blake. Ils ont mis les vrais dans une mallette noire et ont laissé des faux dans le coffre-fort. Sur les moniteurs de la salle d'audience, le témoignage d'Emma se déroulait avec une simplicité dévastatrice. Elle décrivit chaque événement sans fioriture, répondit à chaque question directement et ne vacilla jamais dans son récit. « Comprenais-tu ce que signifiaient les documents » demanda Chen. « Non. Mais je comprenais le mensonge » répondit Emma de manière factuelle. Quand les gens font des choses en cachette, quand ils pensent que personne ne regarde, c'est mentir avec des actions au lieu de mots. Dans la section des accusés, la coûteuse équipe juridique de Victoria avait bâti sa défense sur le discrédit du témoignage d'un enfant. Mais à mesure que les mots d'Emma emplissaient la salle d'audience, leur stratégie s'effondra. « Votre honneur », argumenta désespérément l'avocat de la défense Robert Kingston, « nous ne pouvons pas condamner nos clients sur la base des souvenirs imaginatifs d'une fillette de 7 ans qui regarde trop de séries policières. » La juge Patricia Hendricks, une vétérane de 30 ans du tribunal fédéral, avait présidé d'innombrables affaires complexes, mais elle n'avait jamais vu de preuves aussi convaincantes que la combinaison d'aveux enregistrés, de dessins détaillés et de témoignages inébranlables d'Emma. « Monsieur Kingston », répondit-elle fermement, « la propre voix de l'accusé sur l'enregistrement correspond parfaitement au récit de cet enfant. Les dessins contiennent des détails qui ont été corroborés par la surveillance du FBI. Le témoignage est cohérent à travers de multiples entretiens s'étalant sur des semaines. Soit cette fillette de 7 ans est un cerveau criminel capable d'orchestrer une machination élaborée, soit elle dit la vérité. » Le jury délibéra pendant exactement 97 minutes, l'une des plus courtes délibérations de l'histoire des tribunaux fédéraux. « Coupable sur tous les chefs d'accusation », annonça le président du jury. Victoria Reynolds ne montra aucune émotion à la lecture du verdict, mais Carson frappa la table de la défense de sa main. « Détruit par une enfant », murmura-t-il. « Une fichue enfant. Une enfant qui voyait clair alors que les adultes étaient aveuglés par la cupidité », le corrigea la juge Hendricks. « Monsieur Carson, vous aurez 25 ans en prison fédérale pour méditer sur cette distinction. » Dans sa salle d'interrogatoire, Emma coloriait un nouveau dessin lorsque le verdict tomba. Nathan, qui avait suivi les débats depuis le hall du palais de justice, se précipita pour lui annoncer la nouvelle. « C'est fini, ma chérie. Les méchants ne peuvent plus faire de mal à personne. » Emma leva les yeux de son dessin, une image d'une petite fille tenant la main d'un grand homme et d'une femme, tous trois debout devant une maison avec des fleurs dans le jardin. « Je sais, dit-elle simplement. Je pouvais dire à leur voix qu'ils étaient prêts à arrêter de mentir. Les mensonges fatiguent les gens au bout d'un moment.
Nathan s'émerveilla de nouveau de la compréhension intuitive de la nature humaine de cet enfant extraordinaire. À 7 ans, Emma avait accompli ce avec quoi des équipes d'enquêteurs avaient lutté pendant des mois. Elle avait simplement dit la vérité, et la vérité avait libéré tout le monde. 1 an après le procès, Nathan Blake se tenait dans sa salle de conseil d'entreprise réaménagée, regardant quelque chose qui aurait semblé impossible 12 mois plus tôt, une table de conférence où 2 sièges étaient spécifiquement dimensionnés pour des enfants. La fondation Clear Eyes sera officiellement lancée lundi prochain, annonça Nathan à son équipe de direction. Nous serons la première grande entreprise à inclure les perspectives des enfants dans notre processus de surveillance éthique. Ses partenaires commerciaux avaient d'abord pensé que Nathan avait perdu la tête, inclure des enfants de 7 et 8 ans dans la gouvernance d'entreprise. Mais les résultats étaient indéniables. Lorsque les enfants examinaient les projets proposés par Blake Industries, ils posaient des questions qui allaient droit au cœur des problèmes moraux que les adultes avaient appris à rationaliser. Monsieur Blake, dit prudemment son directeur financier, le conseil d'administration s'inquiète de la nature non conventionnelle de cette approche. Nathan sourit, pensant à la simple observation d'Emma qui avait sauvé son empire. Les enfants voient la vérité sans filtre. Ils n'ont pas encore appris à ignorer les réalités dérangeantes pour des marges de profit. Si nos pratiques commerciales ne peuvent pas passer le test moral d'un enfant de 8 ans, nous ne devrions pas les mettre en œuvre. De l'autre côté de la ville, Lucy Turner vivait sa propre transformation. Nathan lui avait offert un poste de directrice de la sensibilisation communautaire pour la fondation Clear Eyes, supervisant des programmes qui apportaient l'art et le développement émotionnel aux enfants défavorisés de tout New York. Madame Turner, dit Maria Santos, une enseignante du Bronx, nos enfants n'ont jamais eu accès à une art-thérapie comme celle-ci. Ils expriment des sentiments qu'ils ne pouvaient pas mettre en mots auparavant. Lucie regardait par la fenêtre de la salle de classe des enfants travailler sur des fresques représentant leur quartier, non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils rêvaient qu'ils soient. Le programme qu'Emma avait inspiré donnait une voix à des centaines d'enfants qui avaient auparavant été invisibles pour les systèmes conçus pour les aider. « L'art a sauvé ma fille », répondit doucement Lucie. Il lui a donné un moyen de traiter le traumatisme et de voir l'espoir même dans les situations sombres. Chaque enfant mérite ce genre d'expression. Le manoir Blake lui-même avait subi la transformation la plus spectaculaire. Ce qui avait été autrefois un symbole de richesse isolée était maintenant un centre communautaire le week-end. La grande salle de bal, où le mariage désastreux de Nathan était censé avoir lieu, accueillait désormais des expositions d'art pour enfants et des réunions communautaires. Emma avait son propre studio dans ce qui était autrefois le bureau privé de Nathan, la même pièce où elle avait été témoin pour la première fois de la tromperie de Victoria. Les murs étaient couverts de ses œuvres, et des enfants des programmes de la fondation venaient 2 fois par semaine pour apprendre de la fille qui était devenue une légende locale. « Mademoiselle Emma », demanda Carlos, un timide garçon de 8 ans du programme périscolaire, « comment saviez-vous que la méchante dame mentait ?» Emma, maintenant âgée de 8 ans et de plus en plus éloquente, réfléchit sérieusement à la question. Elle oubliait d'être la même personne quand différentes personnes regardaient. Les gens vraiment bons restent les mêmes, peu importe qui regarde. Nathan se tenait souvent dans l'embrasure de la porte, regardant Emma enseigner à d'autres enfants les leçons que son père lui avait apprises. La petite fille qui avait sauvé sa fortune utilisait maintenant ses dons pour autonomiser les autres. « Vous savez ce que j'aime le plus dans tout ça ?» dit Nathan à Lucie un soir, alors qu'il regardait Emma aider de plus jeunes enfants avec leurs dessins. Elle ne leur dit pas seulement d'être honnête. Elle leur montre que leur voix compte, que ce qu'ils voient et pensent est important. Lucie hocha la tête, se souvenant de la petite fille effrayée qui se cachait autrefois sous les bureaux pour ne pas se faire remarquer. Elle a appris qu'être petite ne signifie pas être impuissante. La transformation n'était pas seulement externe. Nathan avait restructuré toute sa philosophie d'entreprise autour de ce qu'il appelait les principes d'Emma, des questions simples qui tranchaient la complexité de l'entreprise. Est-ce juste ? Voudrais-je que mon enfant soit fier de cette décision ? Est-ce que cela aide les gens ou nous aide seulement ? Le cours de l'action de Blake Industries avait d'abord vacillé lorsque les investisseurs avaient appris la nouvelle politique d'éthique inclusive des enfants de l'entreprise. Mais en 6 mois, ils affichaient des bénéfices records. Il s'est avéré que les entreprises bâties sur une intégrité authentique attiraient à la fois les clients et les talents d'une manière que Nathan n'avait jamais anticipée. Alors qu'Emma travaillait sur une nouvelle fresque montrant des enfants et des adultes travaillant ensemble pour construire une meilleure communauté, Nathan réalisa que sa petite héroïne lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que la sécurité financière. Elle lui avait donné un but.
2 ans après avoir arrêté le mariage d'un milliardaire, Emma Turner, 9 ans, se tenait devant une foule de 200 personnes au Metropolitan Community Art Center, se préparant à prononcer le discours d'ouverture de sa première exposition d'art en solo. Les murs de la galerie affichaient des dizaines de ses peintures et dessins, chaque pièce racontant une histoire que les adultes avaient initialement manquée. Le titre de l'exposition, peint de l'écriture soignée d'Emma au-dessus de l'entrée, disait « Ce que les adultes ne voient pas ». Nathan Blake était assis au premier rang, non plus le milliardaire isolé qui avait failli épouser une criminelle. À côté de lui, Lucy Turner arborait le sourire confiant d'une femme qui avait trouvé sa raison d'être, aider d'autres familles à découvrir les talents cachés de leurs enfants grâce à la fondation Clear Eyes. « Bienvenue à tous », commença Emma, sa voix ferme malgré son jeune âge. « Mon papa me disait que la vérité est comme la lumière du soleil. Elle rend certaines personnes heureuses et donne à d'autres l'envie de se cacher. Mais la lumière du soleil gagne toujours, car l'obscurité ne peut pas exister là où la lumière brille. » La foule se pencha en avant, captivée par cet enfant remarquable qui était devenu un symbole de courage et d'intégrité à travers New York. L'histoire d'Emma avait inspiré des programmes similaires de défense des enfants dans 12 autres villes, et ses œuvres avaient été présentées dans des magazines nationaux comme un exemple de la manière dont les jeunes voix pouvaient créer un changement social. Il y a 3 ans, j'avais peur de parler quand je voyais des adultes faire de mauvaises choses, poursuivit Emma, jetant un regard affectueux à Nathan. Je pensais que les enfants n'étaient pas censés remettre en question les adultes. Mais mon papa m'a appris qu'être petit ne signifie pas être silencieux quand la vérité a besoin d'être dite. Elle désigna une grande peinture derrière elle, un autoportrait montrant une fillette de 7 ans debout dans l'allée d'une église, entourée de figures adultes imposantes. Mais dans la vision artistique d'Emma, l'enfant était peinte avec des ailes, et des rayons de lumière émanaient de sa petite forme. Cette peinture s'appelle « Le jour où j'ai trouvé ma voix ». J'ai appris que parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de voir clair et de parler honnêtement, même quand ça fait peur. Nathan sentit des larmes lui monter aux yeux en se souvenant de ce jour terrifiant où cette courageuse enfant l'avait sauvé de la destruction de sa vie. Au cours des 2 années qui avaient suivi, Emma était devenue plus que sa protectrice. Elle était devenue sa boussole morale, son rappel que le succès ne signifiait rien sans intégrité. La fondation Clear Eyes avait grandi au-delà des rêves les plus fous de Nathan. Leur comité consultatif d'éthique pour enfants était maintenant adopté par des entreprises du Fortune 500 à travers le pays. Les questions simples qu'Emma lui avait apprises ou est-ce juste? Est-ce que cela aide les gens? Serais-je fier d'expliquer cela à un enfant? Avaient révolutionné la manière dont les entreprises abordaient la prise de décision morale. Monsieur Blake aimerait dire quelque chose, annonça Emma en s'écartant avec la grâce naturelle de quelqu'un à l'aise dans sa peau. Nathan s'approcha du microphone, regardant un public qui comprenait des chefs d'entreprise, des militants communautaires et des dizaines d'enfants de leur programme. 2 ans plus tôt, il aurait prononcé un discours d'entreprise peaufiné. Aujourd'hui, il parlait avec son cœur. Emma Turner m'a appris que la sagesse ne vient pas toujours avec l'âge, commença-t-il. Parfois, elle vient avec le courage de voir le monde sans cynisme, de poser des questions simples qui tranchent les mensonges compliqués, et de croire qu'une seule personne, même une très petite personne, peut faire la différence. Il désigna l'exposition autour d'eux. Ces peintures nous montrent ce que nous manquons lorsque nous cessons de prêter attention à la vérité. L'art d'Emma nous rappelle que les enfants voient le monde tel qu'il pourrait être, pas seulement tel qu'il est. Cette perspective n'est pas enfantine, elle est révolutionnaire. La voix de Nathan se fit plus forte alors qu'il continuait. Blake Industries inclut maintenant des enfants dans notre surveillance éthique parce qu'Emma nous a montré que la clarté morale vient souvent de ceux qui n'ont pas encore appris à compromettre leurs valeurs pour des raisons de commodité. Nous ne sommes pas seulement une entreprise plus rentable, nous sommes une meilleure entreprise parce que nous écoutons des voix que nous ignorions auparavant. Dans le public, Carlos, maintenant âgé de 10 ans et l'un des élèves réguliers d'Emma en art, leva la main. Mademoiselle Emma, avez-vous encore parfois peur de dire la vérité maintenant? Emma considéra la question avec sa prévenance caractéristique. Parfois, Ramil. Mais avoir peur ne signifie pas être silencieux. Papa disait toujours, les gens courageux ressentent la peur mais font quand même ce qui est juste. Et maintenant, je sais que lorsqu'une personne dit la vérité, cela donne la permission à d'autres personnes d'être courageuses aussi. Elle désigna un mur affichant des lettres d'enfants de tout le pays qui avaient lancé leurs propres initiatives de vérité dans les écoles et les communautés. Regardez ce qui s'est passé quand j'ai arrêté d'être silencieuse. Des centaines d'autres enfants ont trouvé leur voix aussi.
Alors que la soirée se terminait, Nathan regardait Emma se déplacer dans la foule, parlant aux visiteurs de ses œuvres avec l'assurance de quelqu'un qui avait appris très tôt que sa perspective comptait. Elle s'arrêta devant sa nouvelle peinture, un portrait de famille montrant 3 silhouettes de tailles différentes marchant main dans la main vers un horizon lumineux. « C'est nous ?» demanda Nathan en la rejoignant. « C'est ce que nous sommes devenus », répondit simplement Emma. « Vous n'êtes plus seulement mon gardien, Monsieur Blake. Vous êtes ma famille. Et la famille s'entraide pour être courageuse. » Nathan s'agenouilla à côté d'elle, cette fille extraordinaire qui avait transformé sa compréhension du succès, du courage et de ce qui comptait vraiment dans la vie. « Emma, sais-tu ce que tu m'as appris ?» Elle pencha la tête, curieuse. « Tu m'as appris que les plus petites voix portent souvent la plus grande sagesse. Que la vérité est plus puissante que l'argent. Et que parfois, pour voir clair, nous devons regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un qui croit encore qu'il peut être meilleur. » Emma sourit, la même expression radieuse qu'elle avait arborée à 7 ans en tenant tête à de puissants adultes dans une chapelle de mariage. « Et vous, vous m'avez appris que les adultes peuvent aussi apprendre de nouvelles choses s'ils écoutent attentivement. » Alors que les lumières de la galerie s'atténuaient et que les familles rentraient chez elles, l'exposition d'Emma restait illuminée, un phare rappelant à tous ceux qui la voyaient que le courage se présente sous toutes les tailles, que la sagesse n'a pas d'âge, et que parfois, les vérités les plus importantes sont dites par les plus petites voix parmi nous. La petite fille qui avait arrêté un mariage était devenue quelque chose d'encore plus puissant. Une jeune femme qui comprenait que le vrai changement commence par la simple décision de voir clair et de parler honnêtement, aussi petit que l'on soit.